toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. On s'intéresse aujourd'hui au miel et à son étiquetage. Depuis plusieurs années, les apiculteurs français se battent pour plus de transparence. Dans le viseur, la localisation géographique, une mention qui pour l'heure est pour le moins floue. On fait le point aujourd'hui avec Henri Clément. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes secrétaire général et porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française. C'est le syndicat professionnel qui représente plus de 20 000 même apiculteurs. Vous défendez bien sûr les intérêts économiques de la filière, mais vous protégez aussi les abeilles. On y reviendra. Première question pour prendre le pouls. Henri Clément, comment se porte aujourd'hui le miel français ? Le miel français se porterait bien si on en produisait plus. Parce qu'en fait, avec le bouleversement climatique et les problèmes qu'on a de récurrents de pesticides, d'évolution de l'environnement, la production a fortement baissé. C'est-à-dire qu'en 95, jusque dans les années 95, on produisait 32-33 000 tonnes. L'année dernière, ça a été la pire année, on a produit moins de 10 000 tonnes. Donc c'est très bas et il faut espérer que les conditions météo seront meilleures cette année afin que les apiculteurs produisent plus. Une production qui n'est pas à la hauteur de la consommation, ce qui fait que finalement on importe près de 70% de miel en France, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on consomme autour de 40 000 tonnes et en 2020 par exemple, on a les chiffres des douanes, on a importé 34 000 tonnes, c'est-à-dire 3-4 fois plus que la production française de 2021. Et d'où vient le miel que l'on importe ? De quel pays ? Il vient du monde entier, il vient principalement d'Asie parce qu'on a un phénomène qui est très particulier, c'est-à-dire que partout dans le monde, les productions ont tendance à baisser, pour les mêmes raisons que les nôtres, hein. Et par contre, on a une zone géographique qui est l'Asie, où les apiculteurs sont tellement professionnels, excellents et tout, que quel que soit le temps, ils produisent de plus en plus de miel, mais à des niveaux extrêmement élevés. C'est un clin d'œil, hein. On sait très bien que ce sont, pour certains d'entre eux, pas tous, hein, mais des miels qui sont faits artificiellement, qui n'ont jamais vu une abeille, et ça, c'est un vrai problème du marché du miel sur le plan international. On parle aujourd'hui de l'étiquetage du miel. Quelles sont aujourd'hui les mentions obligatoires sur les pots de miel ? Alors, ça vient de bouger. C'est-à-dire qu'en fait, auparavant, on avait miel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le miel des apiculteurs, qui est souvent un miel récolté sur un rucher et qui n'est pas mélangé à d'autres miels. Et puis, vous avez le miel de la grande distribution, qui peut être très bon, mais qui est souvent des miels d'assemblage. Donc, dans ces miels d'assemblage, ce sont des miels qui proviennent de plusieurs pays, parfois de plusieurs continents, et jusqu'à une période récente, l'étiquetage était miel issu de mélange UE, ou miel issu de mélange non UE, ou miel issu de mélange UE et non UE, c'est-à-dire Europe et le reste du monde. Comme je disais souvent, ça vient de la planète Terre, d'où ça vient, après, on n'en sait rien, ça ne vient pas de la Lune, c'est tout. Mais pour nous, c'était pas bon parce que ça trompait le consommateur, il ne savait pas d'où provenait le miel qu'il consommait. Et donc, on s'est battu avec l'association Que Choisir, notamment depuis 3 ans, pour faire évoluer cette situation. Et maintenant, depuis le 6 avril, il y a un décret qui est paru. Les miels vont devoir indiquer sur leur étiquetage les pays d'origine des miels qui les composent par voie descendante. C'est-à-dire que le premier sera le miel, la partie de miel la plus importante dans le pot. Donc ce sera une obligation à partir du 1er juillet prochain. En quoi c'était important ? C'est aussi une manière de défendre le savoir-faire français ? C'est-à-dire déjà, ça paraît évident, mais ça ne l'était pas, puisqu'on a dû se battre vraiment pied à pied pour y parvenir. C'est de la transparence pour les consommateurs. Et puis, ça permet de faire comprendre au consommateur vraiment ce qu'il achète. S'il achète du miel de France, local, qui n'a pas fait le tour du monde sur des bateaux, etc., même s'il peut être bon, hein, et le miel qui vient de partout. Voilà. Et est-ce que ce nouvel étiquetage va assez loin pour vous ? Est-ce qu'on peut espérer avoir de nouvelles mentions obligatoires à terme ? Alors déjà, ce nouvel étiquetage va s'appliquer sur les miels conditionnés en France,
les miels qui seront conditionnés hors de France ne seront pas assujettis à cet étiquetage, mais on est en train de se battre avec nos collègues européens pour que cette règle devienne la norme au niveau européen, éventuellement avec des pourcentages même écrits dessus. Est-ce que ce nouvel étiquetage peut potentiellement pénaliser des miels étrangers et pourtant d'excellente qualité? Parce que finalement, est-ce que c'est la localisation géographique qui fait la qualité d'un miel? Pas du tout. Moi, je dis souvent, on peut trouver des miels d'excellente qualité partout, y compris en Chine. À part que les miels de Chine de qualité, ils ne viennent pas en Europe, ils partent au Japon. Parce que les Japonais sont plus exigeants que nous. Mais on peut trouver de très bons miels. Mais on a aussi ces faux miels, ces mélanges de miel, donc la qualité est plus qu'aléatoire. Et donc, on sait que les consommateurs français sont très attachés au miel de France. Et jusqu'à présent, ils étaient un peu perdus là-dedans, on n'arrivait pas trop à les reconnaître. Maintenant, ils seront mieux connus avec ce nouvel étiquetage. Et simplement, il faut engager les consommateurs à bien lire les étiquettes. Parce qu'on a des industriels qui sont extrêmement efficaces et qui font un packaging tel que cela laisse penser que c'est du miel de France. C'est pas parce que vous voyez entreprise familiale apicole depuis 1925 ou un petit drapeau français ou conditionné en France que c'est du miel de France. Il faut donc vérifier sur l'étiquette, parfois c'est écrit tout petit, mais il faut vérifier d'où vient le miel. J'ai vu récemment un pot qui vraiment avait toute l'allure d'un miel de France. Si vous ne vous penchez pas sur l'étiquette, naturellement vous le considériez comme un miel de France. En fait, il venait d'Argentine, du Vietnam, de Chine et d'Ukraine. Vous voyez ? Vous parliez du faux miel. Le miel figure parmi, enfin en tout cas aux côtés de l'huile d'olive et du vin, parmi les produits les plus contrefaits. Comment on peut expliquer ces miels frelatés? Ben, on les explique, et c'est pas récent, hein, c'est très très ancien. D'ailleurs, les premières fraudes sur le miel datent de la fin du 19e. Vous voyez, on n'est pas. Voilà. Mais simplement, c'est que, comme je vous le disais, il y a une baisse de production au niveau international, une forte augmentation de la demande, parce qu'il y a des pays qui se mettent à consommer du miel alors qu'ils en consommaient peu auparavant. Et donc, ben, la tentation est très forte de créer ces miels artificiels. Et donc, ce sont des sociétés extrêmement performantes qui travaillent à des process pour les produire, et ces miels arrivent à passer le cap des analyses de routine parce qu'ils sont la copie est très bien faite, et donc c'est très compliqué de les détecter. Vous parlez d'analyse, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont réalisés? Est-ce que finalement on peut savoir si on a un pur miel ou un miel frelaté? Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais c'est très cher parce que les analyses doivent être extrêmement pointues. Et donc, en règle générale, les analyses sont faites, comme je vous disais, de routine et permettent le passage de ces miels. C'est ça qui est dramatique. Et ces miels, si vous préférez, qui ne sont pas du miel, ce sont des miels qui reviennent en France autour de 2 euros le kilo, alors que nous, notre coût de production, avec la hausse notamment du gasoil et des matières premières, va tourner autour de 5,50 €. Donc, c'est une concurrence déloyale pour les apiculteurs, mais avant tout pour les consommateurs, parce que ce n'est pas les qualités qu'il y a dans un miel. Dans un miel, il y a des oligo-éléments, des flavonoïdes, etc. Dans ces miels-là, il n'y a rien, c'est des sirops. Un autre combat, vous l'évoquiez, hein, le premier sans doute d'ailleurs dans la chaîne de production, c'est la disparition inquiétante des abeilles en France. Près de 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année. Comment on peut expliquer cette hécatombe, Henri Clément? Oh, ben vous savez, en fait, il faut revenir en arrière, c'est-à-dire que les abeilles sont sur Terre il y a 80 millions d'années à peu près. Elles sont apparues avec les plantes à fleurs. Donc ça veut dire que c'est un insecte qui était là bien avant l'être humain, qu'elles sont résistantes, qu'elles ont survécu à tous les bouleversements climatiques qu'on a connus sur la planète. Mais depuis maintenant les années 50, il y a une évolution du monde agricole notamment, qui fait qu'on emploie des pesticides, on a supprimé beaucoup de haies, beaucoup d'arbres, on fait de la monoculture, tout cela est défavorable aux abeilles et aux pollinisateurs sauvages, parce que quand on parle d'abeilles, nous les apiculteurs on défend les abeilles, mais il faut voir que derrière les abeilles, il y a aussi tous ces pollinisateurs sauvages qui sont essentiels et qui connaissent un déclin sans précédent et extrêmement rapide. Donc les différentes causes, vous les avez là, c'est-à-dire les pesticides, l'agriculture intensive avec la monoculture, l'arrachage des haies, et bien sûr après il y a les prédateurs comme le varroa, comme le frelon asiatique, des maladies. Et si cela ne suffisait pas,
On a, depuis maintenant quelques années, l'impact du bouleversement climatique qui devient de plus en plus prégnant. Et nous, en tant qu'apiculteurs, qui sommes des observateurs privilégiés de la nature, au cœur de la nature, on se rend bien compte que ce bouleversement est extrêmement rapide et particulièrement inquiétant. Si vous préférez, traditionnellement, la production de miel se faisait autour du bassin méditerranéen, que ce soit l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie, la France, bien sûr. Mais depuis maintenant une quinzaine d'années, en raison des canicules, des sécheresses, des gelées tardives, la production a tendance à devenir extrêmement irrégulière, à baisser en production, et cela est extrêmement inquiétant pour les apiculteurs et surtout les futurs apiculteurs ou les jeunes apiculteurs. Quand vous pensez qu'en France, depuis 2 ans, on n'a pas produit de miel d'acacia, à cause des gelées tardives. Nous nous organisons à l'Union nationale de l'apiculture française avec des grands chefs, le concours des miels de France. En 2000, pour l'édition 2020, il y avait quelques miels d'acacia qui avaient réussi à être produits dans des zones privilégiées. En 2021, on n'avait aucun échantillon d'acacia parce que les acacias ont gelé. Et il y a des études de l'INRA qui démontrent qu'avec le bouleversement climatique, les gelées tardives vont se multiplier. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Il y a un plan national qui a été lancé l'an dernier en faveur des insectes pollinisateurs. Il prévoit notamment d'évaluer le risque pour tous les pesticides pour les pollinisateurs en vue d'une possible restriction, voire interdiction. Il y a notamment un décret qui a été promulgué en novembre dernier avec des plages horaires spécifiques pour les traitements. Est-ce que ces directives sont suffisantes selon vous ? Pas vraiment, parce qu'elles sont en deçà de ce qu'on avait demandé. Déjà, il y a un exemple qui est quand même très éloquent, c'est-à-dire qu'en fait, la Commission européenne, l'Agence européenne d'évaluation des pesticides, s'est rendu compte que les fameux néonicotinoïdes, le gaucho, etc., et tout, avaient été mal évalués et qu'ils n'auraient pas dû être mis sur le marché dans ces conditions. En 2013, donc ils étaient là déjà depuis des années. Et à la suite de cela, l'Agence européenne a proposé des protocoles d'évaluation extrêmement rigoureux pour préserver les abeilles, les pollinisateurs sauvages, mais au-delà, toute la biodiversité, les sols, les eaux, etc. Eh bien, figurez-vous que nos chers ministres de l'Agriculture ont tergiversé et n'ont pas réussi à valider ces processus élaborés par l'Agence européenne. Donc aujourd'hui, on a des évaluations qui sont encore trop larges, pas assez rigoureuses. Et d'autre part, depuis le Grenelle de l'environnement, depuis la présidence Sarkozy, il y a des plans pour réduire les phytosanitaires, les plans éco-phyto, et on se rend compte que ces plans qui dépensent énormément d'argent, la Cour des comptes s'en était préoccupée, n'ont pas les résultats escomptés, puisque malgré tous ces plans, on continue plus que jamais à utiliser des produits phytosanitaires. C'est extrêmement décevant, et c'est pas cet arrêté qui a été promulgué qui va préserver les abeilles. Parce qu'en fait, les abeilles, elles travaillent très tôt le matin, très tard le soir, quand les conditions météo sont favorables, et elles ne seront pas protégées. Merci beaucoup, Henri Clément. Je rappelle que vous êtes secrétaire général et porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau menu. Excellente journée à tous sur Bismart.